Le Sahel a longtemps été marqué par une attente persistante, un désir de changement, mais sans résultat tangible. Cependant, en octobre 2025, tout a changé en seulement 4 heures. Sous la direction du général Ibrahim Traoré, l'armée du Burkina Faso a mené une offensive audacieuse, brisant les attentes du monde extérieur. Ce n'était pas une simple victoire militaire, mais un signe clair que le Sahel ne se contenterait plus de l'aide étrangère. Ibrahim Traoré a réécrit les règles du jeu, offrant à sa nation une souveraineté retrouvée. Dans ce contexte de guerre prolongée et de dépendance extérieure, Ibrahim Traoré a su saisir l'opportunité de redéfinir l'avenir de son pays et du Sahel. Le Burkina Faso, jusqu'alors observateur, a pris l'initiative de mener la charge contre l'instabilité régionale. La promesse qui avait été faite aux habitants de la région n'était pas seulement de mettre fin à des décennies de conflits, mais de restaurer une dignité perdue. Les enjeux étaient énormes. Réussir signifierait une redéfinition de la puissance locale, un modèle de souveraineté que le monde n'avait pas anticipé. Ibrahim Traoré a pris un risque immense en choisissant de prendre le contrôle sans attendre un soutien extérieur. Mais la nécessité d'agir était plus forte que tout. L'enjeu n'était plus la survie, mais l'affirmation d'une identité propre, un acte de résilience face à des siècles de domination coloniale et de dépendance internationale. Le monde avait sous-estimé ce qui se jouait au Sahel, mais cette fois, la décision venait de l'intérieur. Le Sahel, souvent décrit comme un terrain de guerre sans fin, a vu une rupture brutale de son cycle de violence en octobre 2025. Avant cet événement, la région avait observé des missions étrangères répétées, mais sans réel changement. Cependant, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la situation a pris un tournant décisif. La stratégie de l'Alliance des États du Sahel, née discrètement l'année précédente, a été mise en œuvre avec un leadership local puissant. Le Burkina Faso, dirigé par Traoré, a pris les rênes, rendant obsolètes les discussions internationales sur l'aide et la gouvernance étrangère. La guerre n'était plus perçue comme un conflit lointain ou une opération pour le compte d'autres puissances, mais comme une bataille essentielle pour la survie et la dignité de la région. Dans ce contexte, l'introduction des drones sahéliens, produits localement, et des technologies développées par de jeunes ingénieurs locaux, a démontré que le Sahel pouvait se défendre seul, sans l'aide extérieure qui avait échoué à protéger ses habitants. Le signal envoyé était clair. Cette offensive marquait non seulement un changement stratégique, mais aussi une réinvention de la manière dont la guerre était menée. Le rôle d'Ibrahim Traoré a été central dans ce processus. Ses décisions, souvent prises dans la simplicité, ont marqué une rupture avec les pratiques antérieures où les dictées extérieures prenaient le dessus. À travers des gestes symboliques et stratégiques, il a réussi à fédérer ses troupes et à redéfinir le paysage géopolitique de la région. En moins de 72 heures, une transformation profonde a eu lieu. La question qui se posait alors était simple. Si l'Afrique ne définit pas son propre champ de bataille, qui le fera ? Ibrahim Traoré, un homme forgé par l'échec et la frustration de son pays, incarne cette rupture radicale du Sahel. Contrairement aux leaders traditionnels, il ne se distingue pas par un charisme exubérant, mais plutôt par une détermination silencieuse, alimentée par une profonde connaissance de la situation. Ceux qui l'ont côtoyé décrivent un homme qui parle peu, mais dont chaque mot porte un poids immense. Traoré a compris que la victoire ne viendrait pas d'une aide extérieure, mais de la capacité à se réorganiser, à se reconstruire de l'intérieur. Ce changement s'est matérialisé dès les premiers jours de l'offensive. Dans une salle nue de Ouagadougou, entouré de ses commandants, Traoré a affirmé « Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement ». Cette phrase, presque anecdotique aux yeux des observateurs étrangers, a profondément marqué ceux qui l'entendaient. Elle symbolisait l'essence de sa vision, un leadership partagé, une responsabilité collective et une force issue de la solidarité nationale.
Les premières semaines de l'offensive ont montré des signes évidents de l'impact de cette transformation. Les troupes du Burkina Faso, autrefois considérées comme dispersées et moins bien équipées, se sont soudainement révélées cohérentes et résilientes. Cette cohésion a été renforcée par un réseau de communication locale, chiffré et développé en toute autonomie par des ingénieurs sahéliens. Cela a permis aux forces du Burkina Faso de coordonner leurs actions avec une efficacité surprenante. Ce changement a été rapide, mais son effet a été immédiat. Un sentiment de fierté et d'unité a envahi les soldats sur le terrain. Ainsi, sous la direction d'Ibrahim Traoré, une armée autrefois fragmentée est devenue un véritable symbole de la souveraineté retrouvée. La transformation ne se limitait pas aux capacités militaires. Elle touchait aussi l'âme et la vision du peuple burkinabé. Le 2 octobre 2025, une offensive militaire d'une envergure sans précédent a bouleversé l'équilibre des forces dans le Sahel. En moins de 48 heures, l'Alliance des États du Sahel, dirigée par Ibrahim Traoré, a frappé avec une précision dévastatrice, prenant de court à la fois les forces adverses et les observateurs internationaux. Cette action a commencé comme une simple série de frappes coordonnées, mais elle est rapidement devenue un symbole de l'autonomie retrouvée de la région. Dès le début, les mouvements des troupes étaient méticuleusement planifiés. La coordination entre les unités maliennes, nigériennes et burkinabées s'est opérée sans la moindre faille, grâce à un réseau de communication locale, loin des systèmes étrangers, qui avaient échoué à soutenir efficacement les armées du Sahel dans le passé. Les premières cibles ont été comptées, étaient les convois mobiles des groupes armés qu'un nombre record de drones maliens a réussi à localiser et à frapper avec une grande précision. En quelques heures, les positions ennemies étaient totalement désorganisées et le terrain n'était désormais favorable aux forces de l'AES. L'attaque a été menée avec une intensité inédite. À 5 heures, les batteries SR5 du Burkina Faso ont lancé une série de frappes d'une précision dévastatrice. La première vague a ciblé les motos utilisées par les groupes et armés, détruisant leur mobilité. La deuxième vague a frappé les dépôts de carburant et les tentes de commandement. La troisième a anéanti les relais de communication, rendant toute contre-attaque impossible. La rapidité et la fluidité de l'opération ont fait de cette offensive un véritable modèle de guerre moderne, adapté aux besoins et aux réalités du Sahel. Au même moment, les unités de l'AES ont avancé méthodiquement sur le terrain, non pas en suivant un plan étranger, mais un plan conçu et exécuté par eux-mêmes. Chaque mouvement, chaque frappe était le fruit d'une décision locale, ce qui a permis une flexibilité et une réactivité sans précédent. L'attaque était rapide et décisive, rendant les forces ennemies pratiquement incapables de réagir. Les drones maliens, qui volaient au-dessus du désert, ont joué un rôle crucial dans cette stratégie, guidant les frappes aériennes et permettant un enchaînement parfait des attaques. À mesure que la journée avançait, les groupes armés de Djinim se retrouvaient coupés de leurs lignes de communication et de ravitaillement. La désorientation était totale. Les forces de l'AES, renforcées par des unités nigériennes et maliennes, ont réussi à contenir les tentatives de contre-offensive tout en sécurisant des positions stratégiques. L'attaque de Tindiban, bien que discrète sur le moment, est rapidement devenue un tournant stratégique, démontrant que le Sahel pouvait désormais défendre son propre territoire sans dépendre des puissances étrangères. À la fin de la journée, la situation était sous contrôle. L'ennemi était en déroute et les forces de l'AES avaient remporté une victoire décisive. La victoire militaire n'était pas seulement le fruit de la stratégie militaire, mais aussi du leadership de Traoré, qui avait su instaurer une cohésion sans précédent entre les nations du Sahel. L'impact immédiat a été double. D'une part, la capacité de l'AES à mener une offensive sans précédent avec ses propres ressources, et d'autre part, la certitude qu'une telle victoire pourrait avoir des répercussions politiques majeures pour l'avenir de la région. Les chiffres, bien qu'impressionnants, ne sont que le reflet de l'ampleur de la transformation qui s'est opérée en l'espace de 48 heures. L'attaque a montré au monde que l'Afrique n'avait plus besoin d'attendre une aide extérieure pour
pour faire face à ces défis. Cette victoire était d'abord un acte de souveraineté, un acte de décision, mais aussi un message clair à l'ensemble du continent africain. Les résultats concrets de l'offensive de Tindiban ont été spectaculaires, non seulement sur le plan militaire, mais aussi en termes d'efficacité logistique et stratégique. Les chiffres révélés après l'opération démontrent l'ampleur de la réussite de l'Alliance des États du Sahel et la manière dont les forces locales ont pu s'adapter et surpasser les attentes des observateurs internationaux. Plus de 120 positions ennemies ont été neutralisées en moins de 48 heures sur un territoire couvrant près de 600 km². Ce chiffre, qui peut paraître abstrait, prend tout son sens lorsqu'on le compare aux opérations menées par des puissances extérieures. Habituellement, de telles missions nécessitent des semaines de préparation et une coordination complexe. Dans le cas de l'AES, la réponse a été immédiate et d'une efficacité redoutable. Les délais de réaction ont été réduits de manière spectaculaire, puisque l'attaque a pu être déployée seulement 72 heures après la détection des rassemblements ennemis. Ce temps de réponse, 4 fois plus rapide que celui des missions précédentes menées par des forces étrangères, a été rendu possible grâce à une préparation minutieuse et à l'utilisation de technologies locales développées par des ingénieurs sahéliens. L'une des plus grandes réussites de cette offensive a été la réduction du coût opérationnel. Selon les estimations des observateurs indépendants, le coût de l'opération de Tindiban a été réduit de moitié par rapport à des interventions extérieures similaires. Cette réduction de coûts ne s'explique pas uniquement par l'absence de logistique étrangère, mais aussi par la capacité de l'AES à maximiser l'utilisation des ressources locales, y compris la production de drones et de matériel militaire. L'autosuffisance technologique a permis une économie substantielle et a renforcé la souveraineté de la région. En outre, les pertes civiles ont été remarquablement faibles. Les estimations locales font état de moins de 300 de pertes civiles, un taux inédit pour une opération militaire d'une telle ampleur. Ce chiffre, qui contraste fortement avec les lourdes pertes civiles lors des interventions étrangères précédentes, témoigne de l'efficacité des frappes ciblées et de la coordination entre les forces de l'AES. La précision des frappes, guidées par des drones et des unités au sol, a permis de limiter les dégâts collatéraux et de protéger la population civile tout en menant une offensive d'envergure. Les chiffres logistiques révèlent également l'efficience de l'AES dans la gestion des ressources. Alors que les missions étrangères nécessitaient des semaines pour mettre en place leurs opérations, l'AES a pu déployer sa force en un temps record. Cette rapidité d'action a été un élément clé de la réussite de l'opération et un facteur de surprise pour l'ennemi. L'utilisation de technologies locales, telles que des réseaux de communication chiffrés et des drones fabriqués dans la région, a permis une réactivité sans précédent. Ces résultats, vérifiés par des observateurs indépendants à Bamako et Niamey, ont confirmé ce que beaucoup refusaient d'admettre. L'AES avait atteint un niveau de coordination et d'efficacité qui rivalisait avec celui des puissances étrangères, mais avec une approche totalement locale. En un an seulement, l'AES avait créé une armée unifiée, capable de mener des opérations complexes en toute autonomie, sans la dépendance des bailleurs internationaux. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques. Ils incarnent le début d'un changement majeur pour la région. Un changement où les pays du Sahel ne se contentent plus de recevoir de l'aide, mais où ils prennent leur destin en main, en s'appuyant sur leurs propres ressources et en développant des solutions adaptées à leur réalité. L'attaque de Tindiban a indéniablement marqué un tournant pour le Sahel. Cependant, cette victoire n'a pas été sans controverse et a suscité des réactions opposées. D'une part, certains experts et observateurs ont salué la rapidité et l'efficacité de l'opération, soulignant que l'AES avait démontré sa capacité à se défendre seule, sans le recours à des puissances extérieures. Ces experts soulignent également que cette offensive est un exemple frappant de l'autosuffisance militaire et technologique d'une région longtemps considérée comme dépendante de l'aide internationale. D'autre part, des critiques ont
émergé, principalement de la part des gouvernements étrangers et des analystes politiques. Selon eux, l'opération a mis en lumière des risques importants. L'escalade de la militarisation, le renforcement du pouvoir autoritaire et une diplomatie qui pourrait se détourner des principes démocratiques. Ces critiques considèrent que l'usage excessif de la force militaire pourrait isoler encore davantage la région sur la scène internationale et entraîner des répercussions négatives sur la stabilité politique et économique de la région. Les observateurs occidentaux ont notamment mis en avant les dangers d'un leadership centralisé trop fort, qui pourrait mettre en péril la cohésion interne de l'AES à long terme. Les deux points de vue ne sont cependant pas aussi contradictoires qu'ils peuvent le paraître. En effet, il est possible de soutenir que, bien que la victoire militaire de l'AES soit un exploit admirable, les défis à venir pour l'organisation seront d'ordre politique et économique. Le modèle d'Ibrahim Traoré repose sur un équilibre délicat entre souveraineté nationale et ouverture régionale. Le renforcement du pouvoir militaire pourrait, en effet, entraîner des tensions internes si la gouvernance politique n'évolue pas en parallèle. Pour que le modèle Traoré perdure, il est essentiel que la stabilité ne repose pas uniquement sur la force, mais sur une politique inclusive et sur une gestion des ressources équitables. Malgré ces préoccupations, la réalité sur le terrain est que l'AES a montré qu'un autre avenir était possible. Le Sahel, sous la direction de Traoré, a prouvé que l'indépendance ne se mesurait pas seulement à la capacité de repousser un ennemi, mais aussi à la capacité de définir son propre avenir. Pour Traoré, cette victoire n'est qu'une étape dans un projet beaucoup plus vaste. La reconstruction du Sahel sur des bases d'autosuffisance et de résilience. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté d'être un simple stratège militaire. Son rôle dépasse largement le cadre de la guerre. Ce qui s'est joué dans les 48 heures de l'opération de Tindiban est bien plus qu'une simple victoire tactique. C'est un moment charnière qui a révélé un autre type de leadership. Traoré a non seulement mené une armée, mais a incarné l'espoir d'un continent longtemps en attente de sa propre souveraineté. En dirigeant l'alliance des États du Sahel, il a offert au Sahel une vision claire. Le contrôle de son destin ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cette idée s'est concrétisée avec l'autosuffisance technologique de la région, incarnée par les drones et les réseaux de communication locaux. Cette offensive, menée avec des moyens locaux, a montré au monde que le Sahel n'avait plus à attendre l'aide de puissances extérieures. Le moment décisif, cependant, ne réside pas uniquement dans l'offensive militaire. C'est aussi dans la manière dont le Sahel, sous la direction de Traoré, a décidé de redéfinir son avenir. Un avenir basé sur la maîtrise de ses propres ressources et la capacité à défendre son territoire sans permission extérieure. Le Sahel s'est réveillé, prêt à faire face à ces défis de manière autonome. Les répercussions immédiates de l'opération de Tindiban se sont faites sentir non seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans les vies quotidiennes des habitants du Sahel. Pour les populations des zones frontalières, les explosions qui ont résonné dans la vallée ne représentaient pas seulement la fin d'une offensive militaire, mais un changement profond dans la manière dont elles percevaient leur avenir. « La terre elle-même se bat », a murmuré un vieil homme. Arbinda, un village situé à la frontière du Burkina Faso. Cette phrase, loin d'être simplement symbolique, incarnait un sentiment de renouveau. En se libérant des chaînes de l'attente, la population a redécouvert la force de se défendre soi-même, sans compter sur des acteurs extérieurs. L'impact pour les militaires a été tout aussi décisif. Les soldats burkinabés, autrefois perçus comme des troupes moins bien équipées et mal coordonnées, ont montré une capacité de réaction et de cohésion surprenante. Les unités maliennes et nigériennes, opérant en tandem avec leurs homologues burkinabés, ont réussi à maintenir une pression constante sur les positions ennemies, prouvant que l'alliance des États du Sahel pouvait fonctionner efficacement comme une force unifiée. L'armement local, bien que modeste, a permis de mettre en échec une offensive internationale de longue date, prouvant ainsi que l'autodéfense régionale est désormais une réalité. Les conséquences économiques
économiques sont également visibles. La stabilité retrouvée a attiré l'attention de nouveaux investisseurs, particulièrement dans les secteurs de la cybersécurité et des technologies de défense. Des startups locales, inspirées par le modèle AES, ont vu le jour dans des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces entreprises, axées sur des solutions locales, ont offert un contrepoids aux multinationales étrangères, dont l'absence a permis aux jeunes entrepreneurs de se faire une place. Cependant, ces résultats n'ont pas été sans défis. Le chemin vers une véritable stabilité politique reste semé d'embûches. Malgré la victoire militaire, l'AES doit encore prouver sa capacité à maintenir l'unité dans un contexte où les divergences politiques internes sont toujours présentes. Le succès militaire pourrait se heurter à des tensions entre les dirigeants des différents pays membres de l'Alliance. Ce n'est qu'à travers une gouvernance inclusive et la gestion des ressources économiques que l'AES pourra éviter la fragmentation et solidifier les bases de son indépendance. Néanmoins, pour les populations locales, la victoire de Tindiban a eu des répercussions positives immédiates. Les routes autrefois fermées aux commerçants ont rouvert. Les marchés locaux, longtemps sous l'emprise des groupes armés, ont recommencé à bourdonner de vie. La transformation ne se limite pas à la sphère militaire, mais s'étend bien au-delà, touchant la vie quotidienne des habitants, qui ont renoué avec une certaine forme de normalité. Le modèle d'Ibrahim Traoré prouve que la résilience n'est pas un concept abstrait, mais un processus tangible, qui se construit dans la souffrance, mais aussi dans l'espoir de se reconstruire. À moyen terme, plusieurs trajectoires s'ouvrent pour le Sahel, chacune portant ses promesses et ses risques. Le scénario de base, qui semble être le plus probable, est celui de la consolidation. L'alliance des États du Sahel continue de renforcer son unité, avec Ibrahim Traoré à sa tête, en maintenant un équilibre entre souveraineté nationale et coopération régionale. Dans ce contexte, les réformes économiques avancent à un rythme progressif. Les infrastructures, longtemps délaissées, sont progressivement reconstruites et les investissements étrangers commencent à revenir, particulièrement dans les secteurs de la technologie et de la défense. Toutefois, la principale difficulté réside dans la gestion des tensions internes. Chaque membre de l'AES doit trouver un terrain d'entente sur les priorités économiques et politiques pour éviter la fragmentation. Dans un scénario plus optimiste, l'effet domino s'enclenche. Inspiré par l'exemple du Sahel, d'autres pays africains adoptent la doctrine d'Ibrahim Traoré, à savoir intelligence, mobilité, unité. De nouvelles coopérations régionales se forment, notamment dans les technologies de défense et la cybersécurité, mais aussi dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie. Le Sahel pourrait ainsi devenir un modèle de développement durable, où les pays de la région ne sont plus considérés comme dépendants, mais comme acteurs stratégiques dans la géopolitique mondiale. Les relations avec les anciennes puissances coloniales se renégocient, et les sanctions internationales, notamment de la part de l'Union européenne et puis des États-Unis, pourraient donc être assouplies à mesure que la stabilité s'installe. Cependant, un scénario plus pessimiste ne peut être ignoré. Des fractures internes au sein de l'AES pourraient émerger, notamment en raison de divergences politiques croissantes. Des critiques concernant le modèle autoritaire de Traoré et son approche de la gouvernance pourraient y provoquer des divisions. Les campagnes de désinformation étrangères, soutenues par des acteurs extérieurs préoccupés par cette montée en puissance de l'Afrique, risqueraient de miner la stabilité du Sahel. Le retrait des investisseurs étrangers pourrait freiner le développement économique et entraîner une stagnation de la croissance. La victoire militaire pourrait ainsi se transformer en une victoire symbolique, sans réelle transformation durable si la gouvernance interne ne parvient pas à évoluer. Dans ce scénario, les défis à venir pour Traoré et l'AES sont multiples. Il ne suffira pas d'avoir remporté une bataille militaire pour garantir la pérennité de cette indépendance retrouvée.
La véritable question reste: comment maintenir l'unité et garantir une transition réussie d'une victoire militaire à une paix durable et à un développement économique inclusif? L'opération de Tindiban a non seulement réécrit les règles militaires, mais elle a également éveillé un sentiment de fierté et de possibilité dans toute l'Afrique. Pour des millions de personnes dans le Sahel, cette victoire n'est pas simplement un événement militaire, mais un symbole de l'autonomie retrouvée. Cela démontre que même face à des défis gigantesques, une nation peut se redresser et reprendre le contrôle de son destin. Pour les jeunes générations du Sahel, ce modèle devient une source d'inspiration. En voyant ce que le Burkina Faso et l'AES ont accompli, ils comprennent que la dignité ne doit pas attendre l'accord des puissances extérieures. Ils réalisent que l'avenir n'est pas un cadeau à recevoir, mais une conquête à mener. Le message porté par Ibrahim Traoré et l'AES va bien au-delà des frontières militaires. Pour de nombreux Africains, ce modèle représente une nouvelle voie, loin des dynamiques de dépendance et de soumission. C'est un appel à l'action, un défi lancé à toutes les nations du continent. Et si chaque pays, au lieu de chercher l'aide extérieure, décidait de se lever pour définir son propre champ de bataille? Cette question résonne au cœur même des sociétés qui se sont longtemps senties exclues des grandes décisions géopolitiques mondiales. À travers cette victoire, les Africains se réapproprient leur histoire. Ibrahim Traoré, avec son calme et sa détermination, incarne un idéal d'autosuffisance et de dignité retrouvée. Pour les populations du Sahel, cette victoire est un point de départ, un modèle d'avenir à construire sur les principes d'unité, de résilience et de souveraineté. La guerre n'est pas la fin, mais le commencement d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Afrique. Pour que la victoire de Tindiban se traduise en un modèle durable, il est essentiel de définir un plan en plusieurs étapes pour consolider les acquis. Ibrahim Traoré a esquissé une feuille de route ambitieuse, basée sur 5 grands axes qui permettront au Sahel de capitaliser sur son indépendance retrouvée. D'abord, il faut consolider la défense. L'AES devra développer des académies militaires communes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour former une nouvelle génération d'officiers capables de penser de manière indépendante et stratégique avant de se soumettre à des influences extérieures. Cette formation sera centrée sur des valeurs propres à la région, telles que la solidarité et la responsabilité partagée. Ensuite, il convient de sécuriser l'économie. Le Sahel doit transformer ses anciens champs de bataille en zones agricoles prospères. La réhabilitation des terres dévastées par la guerre et la mise en place de mécanismes pour relancer l'agriculture sont essentiels pour garantir la sécurité alimentaire et la croissance économique durable. Puis, il est impératif de maîtriser la technologie. Le développement des technologies locales, notamment les drones et les systèmes de communication, doit continuer. L'AES prévoit la création d'un centre régional de cybersécurité et la mise en place d'infrastructures de communication pour renforcer l'autosuffisance technologique. Par ailleurs, il faut reconnecter les communautés. L'AES lancera un programme d'échange civil et culturel entre les régions frontalières pour réduire la méfiance et favoriser l'intégration des différentes communautés du Sahel. Enfin, la dernière étape consiste à institutionnaliser la souveraineté. Un conseil permanent de l'AES sera mis en place pour coordonner la diplomatie, la gestion des crises et les infrastructures communes, assurant ainsi une gouvernance cohérente et stable à long terme. Ces 5 étapes doivent garantir que le Sahel ne se contente pas d'une victoire ponctuelle, mais qu'il construise une souveraineté durable et une stabilité régionale.